Retour du plateau TV de Polytech pour une émission consacrée au réseau Ecotech qui ont un pavillon, enfin qui a, mais les membres du réseau ont, si on conjugue correctement, un pavillon sur le salon Polytech. Donc plein feu sur le réseau Ecotech. J'ai à mes côtés notamment Alain Griot, qui est sous-directeur de l'innovation à la direction de la recherche et de l'innovation au commissaire général du développement durable, au ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Ouf, j'y suis arrivé. Il a à ses côtés, alors je vais essayer de ne pas écorcher son nom, Katia Mirochinchenko, c'est à peu près ça, qui est directrice du pôle de compétitivité Optitech, Bruno Allonet, qui est directeur délégué Grand Lyon GDF Suez, mais qui est membre surtout du pôle de compétitivité Accéléra. Il y a Guy Hérouin, chargé de mission stratégie au pôle mer PACA. Juste à ses côtés, Daniel Villesso, qui est président du pôle DREAM, et puis Michel Dutan, qui est président du directeur du pôle O, président du pôle O, non pas du directeur, mais enfin il est aussi président du directeur. Alors, le but de cette émission, je vous le disais, c'est de faire un point un petit peu sur le réseau Ecotech et les pôles de compétitivité, avec un sous-titre très simple, c'est Innovation et coopération Interpol, car sur les 71 pôles de compétitivité qui existent en France, 14 maintenant font partie du réseau Ecotech. Ils ont chacun sur leur territoire, en fonction de la thématique sur laquelle ils agissent, des missions bien précises. Mais voilà, aujourd'hui, ils savent aussi travailler ensemble et ils savent aussi coordonner leurs actions. Et c'est un peu de cela, et surtout de cela dont nous allons parler dans un instant. Avant, je voudrais avec vous, Alain Griot, faire un petit point sur le réseau qui va accueillir aujourd'hui même, d'ailleurs, la signature sera officielle avec le parapheur ici, un nouveau membre. Un petit point sur le réseau et sur les actions que vous menez, notamment sur Polytech. Alors, le réseau, je rappelle, est né à Polytech, puisque la charte constitutive du réseau a été signée sous la neige. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Depuis, les membres du réseau, les 13 membres du réseau, ont mené un certain nombre d'actions, des actions de cartographie de leurs compétences pour essayer d'être plus en synergie, ensemble, sur un certain nombre de compétences, des actions dans le domaine de la réglementation et de questions très pertinentes posées au pouvoir public, notamment sur les marchés publics, sur un certain nombre de points de réglementation, ont mené des travaux de représentation collective et le stand du réseau des pôles qui est aujourd'hui à Polytech, sur lequel j'invite bien sûr tous les gens à venir se renseigner sur les pôles, est significatif de la valeur ajoutée que le réseau veut se donner en matière de représentation collective. Et puis j'ajouterais quelque chose, c'est que aujourd'hui, sur l'ensemble des projets développement durable qui sont financés dans les pôles de compétitivité, 80% sont issus des 13 et maintenant des 14 pôles du réseau. Donc on voit bien qu'on a aujourd'hui un effet réseau qui se crée autour de cette notion de travailler ensemble, travailler mieux collectivement. Alors, on va le voir à travers une série de questions que je vais vous poser aux uns et aux autres, mais quand même, qu'existe-t-il comme point commun entre l'optique et l'eau, entre Accéléra et Dream? On arrive à trouver des passerelles. Alors, c'est une question de néophyte, mais j'aimerais bien quand même qu'on aborde ce sujet. Alors, on arrive à trouver des passerelles. Alors, je laisserai Katia, Daniel et Michel répondre sur spécifiquement l'eau et l'optique. Alors, il y a des sujets technologiques qui sont des sujets horizontaux. La métrologie, par exemple, est un sujet horizontal. Il y a d'autres sujets horizontaux entre différents pôles de compétitivité. Par exemple, on a dans le réseau des pôles sur les fibres. Et ces pôles sur les fibres travaillent avec d'autres pôles sur l'utilisation de ces fibres dans les domaines de l'eau, éventuellement dans les domaines de... Alors, Accéléra, les pôles eau, c'est évident. Et il y a juste un phénomène, mais Guy en dira peut-être un peu plus long. Aujourd'hui, le gouvernement a labellisé ce qu'on appelle les instituts d'excellence en énergie décarbonée. Et clairement, sur ces instituts d'excellence, il y en a 8 qui ont été labellisés, il y en a au moins 5 ou 6
à ma connaissance, qui sont issus de partenariats entre pôles, et notamment de partenariats entre pôles du réseau. Voilà, on va dire que ce qui est très nouveau par rapport à il y a 2 ans, comme vous le disiez, sous la neige, c'est que au-delà de la constitution du réseau, est née une communauté d'intérêts, d'idées, qui fait un peu, entre guillemets, lobby auprès des pouvoirs publics. Mais enfin, c'est peut-être le retour du bâton, hein, on les crée, puis après, ils vous demandent toujours plus. Non, en tout cas, plus sérieusement, qui envisage un avenir collaboratif. C'est ça qui est important de noter aujourd'hui, et c'est ce qui a beaucoup changé, beaucoup évolué depuis 2 ans. Je voudrais juste rebondir sur le terme lobbying, parce que ce n'est pas un terme négatif. Non, nous, ce qu'on demande au pôle, et ce matin, les 2 ministres ont présidé le COSEI, donc le comité d'orientation stratégique des éco-industries, et la demande qui est faite aux acteurs, c'est faites-nous remonter vos problèmes, oui, faites-nous remonter vos besoins, et faites-nous remonter vos propositions. Et donc, clairement, c'est dans ce sens-là qu'on essaye de faire vivre le réseau des pôles, non pas uniquement dans une perspective descendante, mais aussi dans une perspective remontante en termes de problématiques, en termes de priorités et en termes de perspectives. Alors, première question pour démarrer cette émission, après les questions posées à Alain Griot, j'aimerais bien comprendre aujourd'hui, avec un certain recul quand même, ce que les pôles de compétitivité apportent réellement en termes d'innovation avec des exemples concrets. Alors, chacun d'entre vous va prendre la parole. Katia en premier. Katia, dont j'éviterai de prononcer le nom, comme ça j'éviterai de l'écorcher, ce ne sera pas plus mal. Donc, pôle de compétitivité Optitech, directrice. Donc, question, qu'est-ce qu'un pôle de compétitivité apporte en termes d'innovation? Il est, je dirais, le contenant, il est là pour mettre les acteurs en cohérence, mais comment fait-il et que fait-il pour favoriser l'innovation? Donc, tout d'abord, quelques mots pour présenter le pôle Optitech. C'est un pôle de compétitivité qui a comme thématique la photonique, donc le photon, la lumière. Ça va des composants optiques jusqu'au traitement de l'image. Donc on est sur un spectre très large. On est localisé sur les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. Et on a à peu près, au jour d'aujourd'hui, à peu près donc 200 membres, dont 120 entreprises. On a essentiellement des TPE, PME qui sont fortement innovantes. Elles consacrent à peu près 15% de leur chiffre d'affaires à la R&D, font 48% de leur chiffre d'affaires à l'export. Et quelques grands groupes sur le spatial. On a des grands groupes sur le médical, comme Oriba, et puis aussi tout ce qui est la thématique de l'environnement. Il faut savoir qu'au niveau de la photonique, le thème de la green photonique, c'est un des thèmes le plus important en termes de marché. Lorsqu'on regarde la photonique européenne, qui représente quasiment 200 milliards d'euros, la green photonique, c'est quasiment donc un tiers du marché. Donc ce sont des marchés applicatifs très très importants. Alors pour répondre directement à votre question sur qu'est-ce que les pôles de compétitivité génèrent en termes d'innovation, moi, je pense que déjà, le nombre de projets collaboratifs de R&D qui sont labellisés par les pôles de compétitivité, c'est une illustration très concrète de projets qui associent des PME innovantes, des grands groupes et des laboratoires de recherche. Sur le pôle Optitech, on a labellisé depuis la création des pôles à peu près 180 projets pour un montant de 400 millions d'euros. Il y en a à peu près 50% qui ont été financés. Et on arrive aussi à des impacts très très concrets qui peuvent se traduire sous la forme de création de brevets. On a pu, nous, faire des enquêtes très précises sur à peu près un panel de 60 projets qui ont été labellisés et financés et voir très concrètement quels sont les impacts de ces projets collaboratifs de R&D. Est-ce que vous avez un projet précis dont vous pouvez nous parler en termes de mise en œuvre, de ROI? Oui, alors j'ai deux projets qui me semblent intéressants. Le premier projet s'appelle donc le projet Idealips. C'est un projet qui travaille sur la détection des polluants dans le sol. On a donc 2 entreprises, l'entreprise Bertin Technologies, qui est une entreprise de taille intermédiaire, Pelinck Selective Technologies, une PME, et le laboratoire, le LP3, qui travaille donc sur les lasers. Ce projet, qui est d'un montant de 9,5 millions d'euros, a permis donc déjà de générer quasiment la création de 15 équivalents temps plein sur l'ensemble de ces 3 partenaires. Ça a permis aussi de générer la constitution d'un pool d'expertise, d'excellence sur la spectroscopie laser dans le sud-est. Et ça a aussi permis d'impulser de nouveaux projets. C'est un projet qui a été labellisé
en 2006. Et suite à ce projet, quasiment 5 autres projets ont pu ensuite se développer. Un autre exemple d'un projet aussi qui a été labellisé d'ailleurs avec le pôle gestion des risques, le pôle eau, qui s'appelle SmartPix. C'est un projet qui associe donc un laboratoire qui s'appelle l'Institut Fresnel, Veolia également, et Pixinbio, qui a pour objet donc le développement d'un produit, un test biologique de terrain pour détecter des micro-organismes pour justement le traitement de l'eau. Vous avez parlé du lien optique et environnement, notamment sur l'eau. Et ce projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il a permis indirectement la création d'une spin-off qui s'appelle Pixinbio, qui est une spin-off qui a été créée, qui est une spin-off de l'Institut Fresnel, qui est un laboratoire de recherche. Donc on voit qu'à travers ces deux projets, soit on a des entreprises qui sont déjà matures, qui à travers leurs projets de R&D peuvent générer des dépôts de brevets, de la création d'emplois et aussi produire d'autres types de projets. Donc ça permet de capitaliser la R&D et de se transformer en marché. Soit des projets qui sont un peu plus amont R&D et où on voit par exemple la création de spin-off. Et je peux juste citer un dernier chiffre. Nous, sur les 10 dernières années, il y a 70 PME, start-up qui se sont créées dans le domaine photonique dans le sud-est, qui représentent quasiment 800 emplois et avec un taux de survie de 85%. Donc je pense que les pôles de compétitivité, c'est ça aussi en termes d'impact et de création de valeur. Alain Griot, avant de passer à l'un des autres intervenants de cette table, dans l'évaluation qui a été faite sur les pôles de compétitivité, est-ce que l'innovation, la capacité, le volume d'innovation était un critère d'évaluation? C'était un critère d'évaluation important. Notamment la participation à des projets financés type FUI, type ANR. Et c'est un critère qui a été assez discriminant suivant les pôles. Moi, ce que je voudrais juste dire, Katia a parlé des projets. Il faut simplement savoir que le FUI, depuis la naissance des pôles, a labellisé 1300 projets, a financé 1300 projets. Ça a amené des financements État et collectivités locales égaux à peu près 2 milliards d'euros et ça a permis de lever 6 milliards d'euros en recherche et innovation chez les partenaires industriels. Donc je trouve que c'est des chiffres assez significatifs. Guy Hérouin, parlez-moi de l'innovation au pôle mer PACA. Alors on sait qu'en France, il existe deux pôles mer, PACA et Bretagne. Tout à fait. Il existe 2 pôles mer jumeaux dès la création. Moi, j'étais membre fondateur du pôle mer PACA, donc il y a 7 ans déjà maintenant. Et ces 2 pôles ont à peu près le même nombre de membres, c'est-à-dire environ 300 membres. Et par contre, des différences dues à la localisation géographique. Évidemment, la Bretagne n'est pas la Méditerranée, inversement. Et il y a une coopération forte entre ces 2 pôles qui font partie, bien sûr, du réseau des pôles Ecotech. Comme le disait Katia tout à l'heure, nous avons aussi donc labellisé environ 180 projets dont les 2 tiers sont financés. Ça représente des montants considérables, je crois, à l'échelle des pôles, puisqu'on arrive à des budgets de 4 à 500 millions d'euros pour chacun des pôles, dont un tiers apporté par les membres. Bien sûr, des grands groupes, des PME, des laboratoires. Et les pôles de compétitivité ont vraiment, je l'ai vécu ça, parce qu'avant j'étais dans un institut public, permis un rapprochement très efficace entre ces mondes, finalement, qui se côtoyaient sans se connaître vraiment. Et là, ils ont bâti des projets ensemble. Alors, à titre d'exemple, je citerai des exemples de filières, des filières qui émergent grâce à l'action des pôles. Et j'en citerai 2 particulièrement. L'une, France Énergie Marine. Bien sûr, comme le nom l'indique, ce sont les énergies renouvelables en mer, les éoliennes en mer, les hydroliennes, l'énergie thermique. Et cet institut d'excellence des énergies décarbonées, France Énergie Marine, donc, a été sélectionné. Il regroupe une 50aine de membres, des grands groupes dont certains sont autour de cette table, des PME, des instituts de recherche. Et on voit bien, et en région PACA en particulier, puisque c'est celle dont bien sûr je connais le mieux, il y a la filière des éoliennes en mer qui se construit progressivement avec des tests à Fos par exemple. Et puis ensuite, c'est déjà prévu
une éolienne qui va être démonstrateur en mer avant un champ éolien, donc d'une certaine importance. Oui, donc là on voit que l'innovation c'est aussi c'est la recherche et le développement, les griots en parlaient, c'est de donner les moyens de tester, de démontrer avant de effectivement passer à l'étape du prototype, voire à une étape industrielle. Vous aviez un deuxième exemple, je crois. Le deuxième exemple, c'est aussi un institut d'excellence qu'on appelle Green Star, c'est-à-dire c'est les cultures et valorisation des microalgues. Et le constat que l'on avait fait, précédé d'ailleurs par d'autres projets qui sont nés dans les pôles, et dans les pôles du réseau Ecotech en particulier, je voulais dire au passage d'ailleurs que 30% de nos projets sont collabellisés avec des pôles du réseau Ecotech. Et je vois aussi dans la fiche que vous m'avez transmise, traitement des sédiments de dragage des ports. Ça aussi, c'est bon, ça paraît effectivement à la marge, encore qu'il y a de nombreux ports, puisqu'il y a une façade maritime très importante en France, de nombreux ports en France. Et ça, effectivement, ce sont aussi des, alors je dis des marchés, oui, in fine, ce sont des marchés qui peuvent s'avérer être intéressants. Je voudrais demander, je vais y arriver, à Bruno Alné d'Accélera, qui est un peu, non, pas un peu, qui est complètement chez lui ici, ce que l'innovation représente chez Accélera. Alors effectivement, nous on est chez nous parce qu'on est un pôle qui est sur Rhône-Alpes, qui a marié deux filières. La filière environnement, et donc Polytech est bien notre manifestation phare tous les 2 ans sur Lyon, et la filière chimie. Et en fait, avec un double objectif qui est devenu triple par la suite. Le premier double objectif, c'était de faire de la chimie au service de l'environnement. Donc tout ce qui est lié à la chimie de l'eau, à la chimie de dépollution des sols, enfin tous les procédés chimiques qui ne sont pas les seuls, mais qui permettent d'aider la filière environnement à se développer. Et l'environnement au service de la chimie, c'est-à-dire une chimie plus durable, plus verte, plus biosourcée. Et donc ça, c'était les deux objectifs de départ. Et en phase 2.0, on a rajouté une troisième thématique qui était la chimie environnement au service des filières d'application, parce que la chimie est très souvent en amont d'un certain nombre de filières économiques et industrielles, et l'environnement est plutôt à l'aval de ces mêmes filières. Et donc comment joindre la chimie en amont et l'environnement en aval au service de filières, par exemple, on peut prendre comme exemple l'automobile, qui a un problème d'allègement de véhicules pour économiser l'énergie qui est nécessaire pour la motricité de ce véhicule. Eh bien, on allège le véhicule, et la chimie est capable effectivement d'apporter des nouveaux matériaux plastiques beaucoup moins pondéreux que le métal. Et l'environnement, c'est assurer la recyclabilité de ces matériaux. Ce qui est intéressant, ce que vous dites, c'est qu'effectivement, la chimie, qui est à la base de nombreuses applications, là, du coup, trouve toute sa transversalité dans d'autres secteurs. Absolument. Dans d'autres secteurs et vers d'autres pôles de compétitivité. Absolument. Et l'environnement, de la même chose. Je voudrais dire 2 mots sur le pôle. Sûr. Alors, le pôle, c'est 250 adhérents, dont plus d'une centaine de PME. C'est 550 millions d'euros de projets qui ont été labellisés et qui sont passés par les canaux de l'UFUI, bien sûr, et de l'ANR. Et c'est aussi pas mal de réussites dans les entreprises qui ont égrené la vie des pôles de compétitivité. On a parlé des plateformes mutualisées d'innovation. On commence à avoir nos plateformes mutualisées qui permettent donc de mettre dans le même bocal l'ensemble des acteurs de la recherche collaborative et de faire en sorte qu'ils se retrouvent non pas chacun dans leur labo, mais à un endroit précis, et qu'ils puissent échanger au quotidien sur leurs enjeux, leurs ruptures technologiques et ainsi de suite. Ça a été une première étape. Oui, d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que si vous le faites chez vous, vous pouvez l'appliquer aussi, le dupliquer entre vous, entre pôles. C'est cette notion de collaboration, de cohérence, de plateforme commune. Les pôles en ont besoin et ont mis... pas un peu de temps, mais il aura fallu un peu de temps pour les mettre en œuvre, parce qu'au départ, c'était assez hétérogène. Il a fallu agréger, il a fallu mettre de l'huile dans les rouages. Donc ça peut vous servir aussi, vous, entre pôles, dans la coopération. Ça peut faire de la coopération interpôle. Et le deuxième exemple, c'est les IEED qu'on a évoqué tout à l'heure. Nous, on a un IEED qui s'appelle IDIL, et qui est dédié à l'usine du futur. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur les aspects transversaux. Et effectivement, cet IEED, il a été labellisé par 5 pôles dans la région.
dont Enerdis, Viameca, Plastipolis et Tectera. Donc voilà, on se dote d'outils progressivement, d'outils qui sont non seulement faire des projets de recherche collaboratifs, mais utiliser les mêmes outils dans les mêmes lieux et avec des objectifs effectivement d'améliorer l'écosystème de l'innovation dans la région. Daniel Villesso, vous êtes le président du pôle DREAM. Alors présentez-moi ce pôle et puis répondez à la même question sur l'innovation. Qu'est-ce qui se fait chez vous? Et puis ensuite, on essaiera de vous faire parler entre vous pour illustrer la thématique de l'émission. Oui, merci. Première particularité pour DREAM comme durabilité des ressources en eau associées au milieu, c'est que, à contrario des trois pôles qui viennent d'être décrits, c'est un jeune pôle. C'est un pôle, comme dit Alain Griot quelquefois, c'est le pôle de mai. Et nous avons été labellisés en mai 2010, alors que les autres ont été labellisés en 2005-2006. Donc, n'attendez pas de moi les mêmes discours sur l'étendue de l'innovation qui a été obtenue grâce à DREAM. Nous nous intéressons, nous, en plus de cela, à une filière qui est une filière émergente. C'est celle qui met en relation la qualité de l'eau et la qualité des milieux. Si je puis dire, il n'y a pas de bonne qualité d'eau sans qu'il y ait une bonne qualité des milieux et réciproquement. Par conséquent, c'est un lien que nous essayons de constituer de ce point de vue-là, et un lien qui est d'autant plus compliqué que nous sommes sur une filière, la ministre de l'écologie le rappelait encore ce matin, c'est une filière émergente. C'est comment aujourd'hui nous devons nous appliquer à, en particulier, remplir les contraintes de la directive cadre sur l'eau. Cette directive cadre sur l'eau qui appelle le bon état écologique et chimique des masses d'eau, elle passe forcément par un bon état des milieux et un bon état de la qualité des eaux. Donc nous travaillons là-dessus. Aujourd'hui, le pôle DREAM compte 80 adhérents, une soixantaine de TPE et de PME, quelques grands groupes qui sont autour de cette table, bien évidemment. Et nous nous sommes attachés, depuis le départ, à nourrir nos relations et à créer cet écosystème entre des structures de recherche qui, elles, étaient plutôt des structures de recherche anciennes, si vous voulez. C'est le BRGM, c'est l'INRA, c'est le CNRS, c'est les universités de Tours et d'Orléans, qui sont membres de notre pôle de compétitivité et qui n'ont pas attendu le pôle de compétitivité pour exister et créer leur programme de recherche. Et il a fallu que nous nous installions dans cet écosystème déjà existant et que nous y amenions petit à petit nos TPE et nos PME. Alors, c'est des choses qui ne sont pas simples à faire. Hein, quand vous avez des gros tankers, si vous voulez, pour les faire changer un tout petit peu d'azimut, ça prend du temps, mais nous ne désespérons pas. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en termes d'innovation de ce point de vue-là? Pour illustrer les relations interpôles, puisque c'est quand même aussi la thématique de cette réunion, on a fait dans un premier temps un FUI qui s'appelle Aquateam, et ce FUI, il vise à produire au niveau des irrigants des outils d'irrigation raisonnée. C'est comment maîtriser la quantité d'eau, comment maîtriser la quantité des intrants, qu'ils soient des fertilisants ou qu'ils soient des pesticides, lorsque l'on fait de l'irrigation sur des cultures céréalières. J'ai oublié de vous dire que DREAM était installé sur la région centre. Qu'est-ce qui caractérise la région centre? C'est trois choses. C'est la Beauce, c'est le cordon ligérien et c'est la Sologne, les zones humides. Bon. Sur les grandes cultures céréalières, le blé et l'orge, on travaille à l'heure actuelle sur ce programme-là. Et on a collaboré avec Systématique. Pourquoi? Parce que notre objectif est de mettre les données fondamentales de quantité d'eau nécessaire, de qualité des sols et d'humidité résiduelle des sols ou des intrants, que ce soit des nitrates ou des pesticides, à la disposition des irrigants sous forme d'une plateforme web. Le type, il est sur son tracteur et il a, sur un tracteur aujourd'hui, une connexion directe par satellite avec un certain nombre d'informations, d'où l'idée de nous rapprocher de Systématique et d'adhérents de Systématique pour amener ces technologies d'information et de communication à la disposition de l'agriculteur irrigant. Deuxième exemple,
qui fera plaisir à mon ami Michel à côté de moi, c'est ZART. ZART, c'est un autre FUI qui vient d'être labellisé et financé comme zone humide artificielle. Comment des zones humides peuvent-elles aujourd'hui contribuer à affiner la qualité de l'eau qui a été épurée sur des stations d'épuration domestiques ou sur des stations d'épuration industrielles? Parce que la station d'épuration, quelle qu'elle soit, elle n'élimine pas tout. Et avant de rejeter ces eaux dans les milieux naturels pour pouvoir, je dirais, conserver, améliorer la qualité de ces milieux naturels, nous imaginons que, comme on a pu le démontrer sur des pilotes que nous avons déjà opérationnels depuis 2009, nous avons l'idée d'industrialiser ces procédés. Alors industrialiser des procédés sur des services écosystémiques, si vous voulez, c'est un tout petit peu compliqué. Et pour ça, nous nous sommes aussi rapprochés du pôle eau du Grand Sud, je dirais, pour obtenir la collabellisation de ce projet qui vient juste de démarrer. Hein. Le kick-off meeting était, pardon, la réunion de lancement, excusez-moi, la réunion de lancement a eu lieu il y a 15 jours et on est parti pour 3 ans pour obtenir l'industrialisation de ces solutions, je dirais, qui sont des solutions plus intensives, mais moins productrices d'effets carbone que des solutions plus intensives que l'on connaît bien. Alors, pour terminer ce tour d'horizon, effectivement, le pôle eau, avec vous, Michel Dutan, vous êtes le président du pôle eau. Là aussi, j'aimerais qu'on parle d'innovation et du rôle que vous jouez dans ce secteur-là. Puis après, on essaiera effectivement non pas de rentrer dans le vif du sujet, parce que vous avez déjà fait des allusions sur des collaborations entre vous, mais peut-être savoir comment on peut aller un peu plus loin. Donc, innovation avec le pôle eau, avec vous, Monsieur Dutan. Alors, le pôle eau, comme le pôle DREAM, est un pôle qui a été créé récemment, enfin, dans la deuxième vague de labellisation des pôles. Alors, ça prouve d'ailleurs que la France a redécouvert qu'elle avait une industrie de l'eau qui avait été un petit peu oubliée dans le passé, mais heureusement, on s'en est souvenu. Cette industrie, elle est novatrice et elle est présente dans le monde entier, puisque tous les grands appels d'offres internationaux, au fond, les entreprises françaises sont en général finalistes et il arrive malheureusement pour mon entreprise que ce soit notre concurrent aussi français qui gagne, mais souvent c'est nous. Donc, si vous voulez, ça, c'est l'industrie qui historiquement était à la fois novatrice et présente un petit peu partout, mais cette industrie aujourd'hui, elle voit que les tas de pays émergents, au fond, veulent développer une industrie de ce type, veulent être présents dans le marché de l'innovation. Et si nous nous endormons, ben, on sera rattrapé, on aura été leader dans le passé. Alors, quelle innovation? Qu'est-ce qu'il faut faire pour justement rester réveillé? La première chose, et c'est vraiment le rôle des pôles de compétitivité, et le pôle eau est un bon exemple, c'est de remobiliser la coopération scientifique entre le monde académique et le monde de l'industrie, y compris d'ailleurs les PME. Il faut se souvenir que l'industrie de l'eau, elle a été créée à l'initiative d'une coopération entre Pasteur et les premiers industriels de l'eau. Et en fait, on avait un petit peu oublié que le monde académique et le monde de l'industrie doivent travailler ensemble de façon de plus en plus étroite. Et en fait, on a réussi à faire retrouver des gens qui se connaissaient mais qui ne travaillaient pas assez ensemble. Et ça, tous les instituts de recherche dans le domaine de l'hydrologie qui étaient présents dans le sud de la France, au fond, ont retrouvé leurs habitudes qu'elles avaient un petit peu perdues de travail avec le monde industriel. Alors, ces habitudes de travail, elles concernaient surtout les grandes entreprises. Le fait que les PME y aient adhéré et que maintenant, elles participent à des projets en commun avec des laboratoires universitaires, avec des grandes entreprises, ça, c'est un succès important. Et on a quelques exemples. Par exemple, le fait que, et c'est la vocation première du pôle, c'est de travailler au fond sur le stress hydrique. Et c'est un sujet qui, en région lyonnaise, ne paraît pas un sujet important parce qu'on a de l'eau, il y a le Rhône, il y a la Saône et il y a même le brouillard et la pluie. Mais il faut quand même se souvenir que, je suis lyonnais aussi, hein, donc je trahis mes origines, il faut quand même se souvenir qu'une grande partie de la Terre, il n'y a pas d'eau, ou il y en a rarement. Et le fait de trouver de l'eau là où il y en a peu, de réutiliser l'eau, c'est un sujet essentiel avec un marché déjà économique considérable et puis surtout le fait qu'on va aider des gens à ne pas se retrouver dans des situations épouvantables. Et ça, par exemple, un projet
de détection des masses d'eau par satellite, c'est un projet qui va permettre d'aider à mieux gérer les masses d'eau, à optimiser leurs utilisations, tant au niveau de l'irrigation que des utilisations énergétiques de l'eau. Et ce projet-là a été monté par un couple de 4 entreprises, 2 grandes et 2 petites, et de 4 labos universitaires, qui donc travaillent sur ce sujet qui est déjà assez avancé, qui permettra d'aller très loin dans l'optimisation de la ressource en eau. Alors un deuxième exemple, mais qui illustre bien aussi cette coopération entre les grandes entreprises, les laboratoires et les petites entreprises. La France a été à l'initiative, et d'ailleurs mes collègues de l'entreprise Suez qui sont à mes côtés ont été les plus actifs dans ce domaine, de l'utilisation des membranes dans le domaine de l'eau. Et l'industrie française, au fond, s'est pas vraiment développée dans la production des membranes, dans l'utilisation, oui, mais moins dans la production. Et des PME françaises ont cherché à se développer et se développent. Et le fait de les aider à se développer pour qu'en fait, on concurrence les membranes venues d'Amérique du Nord et d'Asie du Sud-Est, c'est quelque chose d'important. Parce qu'au fond, autant on avait maîtrisé l'utilisation des membranes et la génération de l'ingénierie autour des membranes, autant la fabrication, la France était en train d'être en retard. Et au fond, les programmes du FUI permettent ce genre de retour vers la compétitivité dans un domaine où on était un tout petit peu moins satisfait. Et c'est vraiment l'exemple où des laboratoires universitaires, des PME et des grandes entreprises travaillent ensemble et efficacement. Alors on a bien compris que vous étiez chacun de votre côté assez efficace et vous l'avez démontré avec beaucoup d'éloquence. Parlons maintenant de la coopération Interpol. Alors qui veut prendre la parole? Qui veut nous donner des exemples de coopération? Alors entre vous, bien sûr, qui êtes autour de cette table, ou entre, puisque vous êtes là, 5 représentants, ce qui veut dire qu'il y a encore 8 pôles qui ne sont pas présents, 9, oui 14. C'est moi qui ne sais plus compter. 9 pôles qui ne sont pas représentés ici. Qui veut parler de cette coopération Interpol avec des exemples concrets ou des attentes ou des besoins concrets? Je ne vais pas parler des exemples concrets parce qu'ils sont plus qualifiés que moi pour le faire. Simplement, aujourd'hui, dans le Fonds unique interministériel, 60% environ des projets sont co-labellisés. C'est-à-dire que 60%... Donc ça veut dire qu'il y a 2 ou 3 pôles. Au moins 2 ou 3 pôles qui président à la naissance, qui sont sur le berceau de la naissance de ces projets. C'est une condition ou ça s'est fait naturellement? C'est pas une condition, ça s'est fait assez naturellement, parce que dans un premier temps, les pôles se sont concentrés sur leur cœur de métier, projets, sur leur cœur de métier, et puis après, ils se sont dit, sur certains sujets, il faut qu'on travaille ensemble. Il y a des entreprises du pôle A qui vont travailler avec des laboratoires du pôle B. Il y a des entreprises de la fin de chaîne, de l'utilisation, qui vont travailler avec des entreprises fournisseuses de technologies, offreuses de technologies. Et c'est ce genre de projet que nous, on essaye de pousser. Merci. Je vais les laisser parler. Oui, mais parce que je voudrais comprendre. Alors ça tient quoi, Katia? Ça tient à la personnalité du président ou du directeur? Ça vient au cours de réunions avec les entreprises qui font partie du pôle? C'est une visée stratégique? Comment ça se met en place, ces coopérations? Je pense que ces coopérations sont liées au fait que les porteurs de projets ne sont pas délimités géographiquement, si vous voulez. C'est-à-dire que, bien sûr, sur chacun de nos pôles de compétitivité, il y a une concentration. Oui, il y a un territoire. Il y a un territoire. Mais à un moment donné, quand on veut développer un projet, on va chercher le meilleur partenaire. Et très souvent, l'ensemble des partenaires ne sont pas présents sur le même territoire. Donc déjà, un des premiers, une première motivation très concrète de la collaboration Interpol, c'est pour avoir un consortium le plus efficace possible, on a besoin de trouver des PME ou un laboratoire qui se trouve dans un autre pôle de compétitivité qui n'est pas nécessairement présent sur notre région. Deuxième point que je voulais évoquer, c'est que, Alain Griot l'a un petit peu dit, mais il y a aussi le principe de co-labellisation, c'est lié au principe de fertilisation croisée. C'est un gros mot, mais en gros l'innovation, elle est quand même souvent liée d'une complémentarité entre disciplines, entre thématiques. Pour le pôle Optitech, de façon très concrète, on a un pôle technologique. Souvent, on a des PME qui vont offrir des solutions technologiques. Et c'est vrai que pour nous, c'est très très important d'être dans ce réseau-là.
parce qu'on va pouvoir, à travers les autres pôles de compétitivité, connaître les besoins des end-users, des entreprises end-users. Je vous ai parlé du projet SmartPix, où on a en effet Veolia qui est là, et c'est à partir de cette demande qu'une PME, un laboratoire de recherche, a pu développer quelque chose qui soit à façon. Donc je pense que c'est vraiment l'intérêt vient d'avoir le meilleur projet possible et aussi de former des consortiums qui sont les plus efficaces en termes de R&D, de marché. Voilà. Alors, le dernier point aussi que je voulais évoquer sur l'intérêt d'avoir un réseau écotech, c'est aussi de pouvoir répondre de façon conjointe à des appels à projets qui sont liés. Alain, on parle tout à l'heure. Voilà, sur les éco-industries, je pense que c'est aussi un point très important. Qui veut prendre la parole? On va vous passer ce micro, le rouge là, voilà. Oui, pour aller dans le sens de Katia, par exemple, effectivement, dans le domaine marin, on a de plus en plus besoin de connaître la qualité des eaux, que ce soit des eaux de baignade ou des eaux dans les espaces conchylicoles, par exemple. Et on a donc besoin de capteurs qui fassent de la mesure in situ, qui soient peu coûteux, qui soient efficaces, qui fassent des mesures en temps réel. Et donc le pôle mer exprime les besoins, nous avons des acteurs de service, et par contre le pôle Optitech a des membres compétents dans le domaine donc, des capteurs optiques, et le croisement entre les offres de technologie du pôle Optitech et les besoins ressentis par les pôles mer donc engendre des projets innovants. Oui, ça a des besoins dans le domaine de l'instrumentation. Oui, enfin, on peut dire instrumentalisation aussi, mais ça serait mal perçu. Instrumentation. Effectivement, vous avez des compétences sur ces domaines-là, mais vous n'avez pas forcément les instruments, pas ad hoc, mais au top de la technologie pour aller plus loin. Voilà. Donc là, on a un exemple très concret. Je vous en prie. Sur ce sujet-là, justement, moi, je voudrais revenir sur une autre facette, si vous voulez. C'est qu'en matière d'instrumentation ou de métrologie, il y a un besoin qui est créé, si vous voulez, par la réglementation et qui ne se traduit pas obligatoirement par des applications sur le terrain. On a pu le signaler à propos de la mesure, de la qualité de l'eau ou de la qualité des milieux, que ce soit en amont ou en aval des stations d'épuration ou des usines de traitement d'eau potable. Et on a terriblement besoin d'instrumentation et de mesures en continu. Alors, au-delà des projets qui peuvent être originaires de l'action commune dans un pôle de compétitivité, ce qui est très important aussi, c'est d'alerter les autorités et l'administration et les ministres eux-mêmes qui nous le demandaient ce matin et qui ne vivent pas ça du tout comme un boomerang, mais ils nous sollicitent d'une certaine manière de ce point de vue-là. C'est donc les mobiliser pour leur dire attention, aujourd'hui, dans le domaine de la métrologie, nous sommes terriblement en retard en France pour l'instrumentation et la métrologie dans le domaine de l'eau. Nous achetons des matériels en Suisse, en Allemagne, au Japon, aux États-Unis. C'est Arnaud qui ne va pas être content. C'est Arnaud qui n'est pas content. Et d'ailleurs, dans 2 ans, on vient tous en marinière. Il nous l'a demandé ce matin. D'accord ? Donc, il faut que nous considérions, si vous voulez, que les pôles de compétitivité sont des usines à projets. On l'a dit depuis le début de cette table ronde. Mais pas que. C'est aussi souligner les besoins. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Et Alain en est le grand témoin, et puis Guy aussi d'ailleurs, c'est que on nous dit « Ah non, mais la mesure en continu, vous comprenez, ça coûte trop cher. » Ah bon? Comment a-t-on démontré que ça coûtait plus cher que la prise d'un échantillon et d'une analyse qui est réalisée au laboratoire? Et si on fait de la mesure en continu, quelle est la valeur ajoutée de cette mesure en continu pour la surveillance de la qualité de l'eau et de la qualité des milieux par rapport à une analyse ponctuelle? D'un côté, vous comparez un film à une photo. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, comment peut-on faire une étude d'évaluation économique, si vous voulez, de cette mesure en continu, pour qu'on arrête de dire a priori que ça coûte plus cher? Je ne sais pas si ça coûte plus cher. Mais si ça peut coûter plus cher, quels sont les bénéfices que l'on peut avoir en retour? Et de tout cela, nous tirerons avantage, si vous voulez, pour booster un peu les industries de l'instrumentation et de la mesure. Bruno Alnet, ou alors peut-être Michel Dutemps, comme vous voulez.
Oui, alors je crois qu'il faut aussi se rappeler une chose, c'est que l'environnement n'est pas limité par zone et par produit. C'est-à-dire que la qualité de l'eau est liée, Daniel le disait tout à l'heure, à la qualité de l'air. Mais quand on va traiter les eaux, on va par exemple générer des déchets qui sont les boues. Et donc, il y a un moment, on va se poser d'ailleurs le problème sur les boues, si c'est un déchet de l'eau ou l'eau dans un déchet. Et ça serait stupide que deux pôles travaillent séparément, d'ailleurs pour peut-être inventer la même chose. Alors donc déjà, il n'y a pas de limite. L'environnement, c'est un système unitaire. L'énergie interfère avec l'eau, l'eau interfère avec l'énergie. Le milieu marin interfère avec on reparle de la notion d'écosystème. Ouais. Donc, on est bien obligé, si on veut résoudre un certain nombre de problèmes, de le faire ensemble. Il est évident que l'impact des rejets de stations d'épuration sur la qualité des eaux marines doit se faire entre les pôles eau et les pôles mer. L'autre sujet, c'est effectivement que la philosophie de création des pôles de compétitivité a été que les gens arrêtent de travailler dans leur coin, de travailler en silo. Alors si on se mettait, après avoir réussi dans notre petit pôle à faire rencontrer les universitaires avec les industriels, grands et petits, et qu'après on dise, bon, on est un club fermé et on ne laisse plus rentrer les autres, on aurait totalement échoué. Donc cette ouverture vers les autres, il faut qu'on l'ait de façon absolument vitale vers les autres pôles. Pardon de vous interrompre, vous tenez beaucoup, parce que c'est la deuxième fois que vous en parlez, à cette synergie, à ce rapprochement entre, vous disiez tout à l'heure, l'approche académique et l'approche industrielle. Là, vous venez de dire effectivement les centres de recherche, les pôles et les industries. Finalement, ce qui vous rassemble le plus, c'est ça, c'est qu'il y ait une relation constante entre les différents acteurs du monde industriel, quels que soient les pôles auxquels ils appartiennent, ou même s'ils n'y appartiennent pas à ces pôles. Et ça, c'est peut-être le ciment de votre transversalité. Bah ça, c'est clair que on retrouve d'ailleurs dans les différents pôles souvent les mêmes entreprises et les mêmes laboratoires. Et puis qu'au fond, ces gens, ils passent d'un pôle à l'autre, d'un projet à l'autre, et qu'on a vu que plus ils le faisaient, mieux ça marchait. Donc, je dirais la lutte absolue contre l'isolement, c'est quelque chose qui, dans le passé, a été vécu d'ailleurs par d'autres industries. Le monde médical fait travailler depuis un siècle et demi le monde universitaire avec le monde de l'industrie pharmaceutique. Et les métiers de l'environnement ne doivent surtout pas avoir une espèce de césure entre les gens qui pensent l'environnement et ceux qui le font. Et ça, je crois que c'est le succès de l'ensemble des pôles Ecotech, c'est que le monde académique et le monde industriel vivent ensemble, et d'ailleurs ne peut pas faire autrement que vivre ensemble. Bruno Alnet. Oui, alors, je ne vais pas redire ce qui a été dit. Moi, je pense qu'il y a... Je l'ai dit tout à l'heure, on est dans un pôle qui, assez naturellement, s'est retrouvé par sa position amont-aval, automatiquement, je dirais presque naturellement, être se tourner vers être au service d'autres filières, le transport, les micro-nanos, la santé. On peut imaginer des tas de choses avec les plastiques et les aspects recyclage, recyclabilité, notamment sur les matériaux. Donc on a très rapidement eu des collaborations avec les pôles régionaux, Ténerdis, LUTB, donc ça a été assez naturel et assez facile. Pour revenir sur la création de ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le réseau Ecotech. Là c'est un peu différent, d'abord ça n'existe que depuis 2 ans. Et qu'est-ce que ça nous a apporté depuis 2 ans? Je pense qu'on s'est mis vraiment autour de table sur des thématiques qui nous concernaient tous. On a parlé de la métrologie tout à l'heure. Moi, je prends l'exemple de l'usine du futur. L'usine du futur, c'est une thématique complètement transversale à pas mal de technologies. D'ailleurs, il y a eu une conférence cet après-midi sur le sujet sur le stand ou à côté. Ben, c'est impressionnant de voir le nombre de collaborations qui ont pu être entre guillemets, initié à partir du moment où on s'est mis tous autour de la table. Et ça va au-delà de la simple labellisation. J'ai l'habitude de dire que la labellisation à plusieurs, c'est bien, mais c'est notoirement insuffisant. C'est-à-dire qu'un projet qui a été construit dans un pôle, qu'on amène à un deuxième guichet en disant « signez là, vous notifiez votre labellisation », pour moi, c'est insuffisant. Donc on parle beaucoup plus et de plus en plus de co-construction, pas d'éco-construction, là aussi, mais de co-construction, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre ensemble des adhérents d'un pôle et des adhérents d'un autre pôle,
Ecotech et de les faire travailler ensemble sur un sujet déterminé, qui peut être l'usine du futur, qui peut être le traitement de l'air, qui peut être la métrologie ou la thématique de la mesure en continu, j'en sais rien. Voilà. Donc c'est les pôles qui sont en train de profondément muter finalement, parce que quand la première approche pôle de compétitivité, elle a été territoriale. Elle était de dire on identifie des zones où on trouve des entreprises sur les mêmes métiers, je fais un peu simple, et on crée des pôles. Mais vous pouvez y répondre, mais simplement, on se rend compte là, pardonnez-moi juste un aparté, on se rend compte là qu'effectivement il y a une mutation. Il y a ce besoin impérieux de sortir de ces murs et d'être ouvert aux opportunités, en fait. Hein. Peut-être qu'on a été trop longtemps insatisfait de voir qu'il n'y avait justement pas cette symbiose entre le monde académique et le monde industriel, et que le fait d'avoir passé une première étape à construire ces pôles de compétitivité, dont on a eu le sentiment que c'était plutôt une réussite et finalement un pas en avant, bah, le fait de se dire il y a un deuxième pas à franchir pour aller travailler avec le pôle de compétitivité voisin, bah, il a été plus rapidement franchi que le premier. Que pense la puissance publique? Oh, la puissance publique est très satisfaite de ce qui se fait. Moi, on n'est pas sur le salon Batimat, on est sur le salon Polytech, mais simplement pendant un certain nombre d'années, en fin de compte, on a construit des briques. Hein, les pôles de compétitivité, c'est des briques, et c'est des briques sur des technologies, sur des régions. Et puis, aujourd'hui, on est en train de construire la maison. Et les ministres l'ont bien rappelé ce matin. Aujourd'hui, la logique est une logique de filière. Et les pôles de compétitivité dans la phase 3 des pôles de compétitivité auront tout leur rôle à jouer comme élément moteur et animateur de cette filière. Oui, parce que finalement, dans l'évaluation qu'on en a faite après la phase 2, bon, c'est très satisfaisant, on nomme personne, mais effectivement, ils ont été jugés sur leurs décennies. Hein. Sur vous, c'est très récent, mais d'autres, c'était 2005, 2006. Et c'est vrai qu'ils ont été jugés finalement sur la façon de se construire. Maintenant, on leur dit, pour tout se passer du côté très satisfaisant, bah, il faut raisonner filière, c'est ça? Voilà, maintenant, clairement, la démarche qui a été entreprise et qui a été rappelée par Arnaud Montebourg ce matin, à part la marinière, bien entendu, oui. C'est de dire qu'il faut raisonner en filière. C'est-à-dire qu'il faut avoir une démarche collective au niveau des secteurs industriels. Alors, qui peut, par exemple, si on dit filière, on va prendre une filière très très simple, la filière eau, par exemple, voilà, peu importe, qui va servir de rassembleur? Alors, c'est ça qui m'intéresse. Je dirais, c'est un tripode. Il y a d'un côté les pouvoirs publics qui sont un peu les catalyseurs, mais à la rigueur, on aimerait bien que ce soit d'autres qui fassent le travail. Et, le deuxième, c'est les industriels. Et puis le troisième pôle, c'est les pôles de compétitivité. Et le réseau Ecotech. Et le réseau Ecotech. Voilà, parce que vous dissociez bien le réseau Ecotech de l'État. Le réseau Ecotech, c'est quand même une organisation en soi. Non, mais le réseau Ecotech, moi, je suis clair. Je vais être clair. Nous, on l'a lancé avec un certain nombre de personnes autour de la table en 2010. Le but, à terme, c'est que le réseau Ecotech, il ait une vie autonome, que la puissance publique, elle vienne en appui de ce réseau, mais que ce soit le réseau Ecotech qui ait une vie autonome. Et aujourd'hui, sur un certain nombre de sujets, cette vie autonome, elle existe. Alors, on est un petit peu pris par le temps, parce qu'on a beaucoup débordé, puis là il fait nuit, ils vont fermer le salon, on va se retrouver à l'intérieur, on ne pourra plus sortir. Donc, je voudrais juste, en synthétisant, dire que vous êtes formidablement innovant, et vous l'avez prouvé en nous donnant des exemples très concrets, qu'aujourd'hui, on raisonne effectivement beaucoup plus filière que pôle, ce qui n'empêche pas les pôles d'être indépendants et de faire leur vie de leur côté. Et puis, ce que je voudrais surtout souligner, c'est que nous allons signer maintenant l'adhésion du pôle Optitech au réseau Ecotech, le 14e pôle qui vous rejoint. Dans l'environnement, il n'y en a pas d'autres qui ne sont pas chez vous, ou il y en a encore? Alors, si, il y en a d'autres, mais on a un peu séparé les choses parce qu'on s'est dit que... Vous avez fait un club d'élite, c'est ça? Non, c'est tout simplement un réseau avec trop de membres, il fonctionne plus difficilement. Donc il y a un deuxième réseau dans lequel d'ailleurs le pôle Accéléra est, qui est le pôle bâtiment durable. C'est-à-dire sur le même mode de fonctionnement, on a un certain nombre de pôles qui travaillent sur l'apport au bâtiment durable.
Et puis, dans les domaines qui nous concernent, alors il y a des pôles qui sont membres de plusieurs réseaux. Il y a un réseau énergie qui regroupe les pôles des énergies renouvelables et un réseau en construction qui s'appelle Énergétique autour des problématiques de réseaux électriques intelligents, de lien entre les énergies renouvelables, le bâtiment durable. Voilà. Et donc on essaye plutôt d'avoir des réseaux qui sont des réseaux à taille humaine, donc qui peuvent... Parce que objectivement, au-delà de 14-15, vous avez une dizaine de membres qui vont être actifs. L'avantage avec 15, c'est que vous pouvez jouer au rugby. C'est ça l'avantage. Ouais, à 14, avec les remplaçants, vous faites une équipe de foot. Voilà. Et donc là, on voit bien que le réseau Ecotech, aujourd'hui, c'est un réseau dans lequel tous les acteurs participent. Et donc c'est un des grands succès de ce réseau, dirais-je. Merci beaucoup Alain Griot, merci madame, merci messieurs. Alors que les signatures se poursuivent pour acter de manière officielle l'adhésion d'Optitech au réseau Ecotech. Alors le réseau Ecotech c'était aujourd'hui, le réseau Ecotech ce sera demain, parce que demain nous essaierons de comprendre quelle est la possibilité, la capacité à coopérer à l'international avec les pôles. Ce sera là encore un autre débat qu'on mènera entre, il connaît mieux le programme que moi, entre 12h30 et 13h. Alain, merci. Madame, merci. Bonne soirée. Les émissions de Polytech s'arrêtent ce soir, c'est normal. On se retrouve demain matin à 10h pour la grande émission Innovation Eau avec Alain Delamette. Merci.